Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Super content de pouvoir partager avec vous. J'ai sorti le t-shirt exprès. Là, il y a Alexandra qui va sourire vu que c'était un cadeau de ma chère directrice générale canadienne qui m'a offert ça. Donc, très, très fan. Et mon fils a le même. Donc, lui, il va râler par contre parce qu'il va savoir que je suis avec le Canada et qu'il n'est pas là et qu'il ne peut pas venir dire faire coucou. Donc, bref, un grand merci à tout le monde d'être là. Émilie, je vais peut-être te laisser t'introduire. Et puis, comme on avait dit, l'objectif, c'est d'avoir une session super interactive entre toi, moi, mais surtout tous les participants de la session. Et je vais d'abord te Exactement. laisser t'introduire, puis je m'introduirai. Et puis, c'est parti pour une heure d'échange et de partage. Parfait, parfait. Donc, mon nom, c'est Émilie Chartré. Je suis chargée de projet chez Actito depuis bientôt 3 ans. Puis c'est ça, moi, je suis à Québec, je suis basée à Québec, dans nos bureaux à Limoilou, ben, majoritairement en télétravail. Mais c'est ça, John, lui, est en Belgique, comme la majorité là, des gens qui travaillent chez Actito. Donc voilà, je vais assister Jonathan qui va vous faire la présentation. Puis n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, de nous arrêter, sinon je vous réponds aussi sur le chat. Donc voilà, voilà. Bien contente d'être On là. dit chat? On dit chat en français? Chat, oui. C'est pas un anglicisme aussi? Alors pourquoi Ouais, je dis ça? C'est que ouais. vous avez le droit de mettre des barres et je sais que je vais en avoir beaucoup. Donc je vais essayer de faire très attention de ne pas faire trop d'anglicisme. Promis juré. Promis, promis juré. Mais comme ça, vous le savez, moi c'est John. Je suis moitié belge, moitié hollandais. Donc en plus, j'ai été élevé avec beaucoup de mots en anglais aussi. Du coup, c'est pas toujours facile. Alors j'ai essayé d'écrire courriel partout, promis juré. Mais ça se peut des fois que j'utilise le mot en anglais. Donc il faudra pas m'en vouloir, mais vous pouvez rire de moi et le mettre dans le chat chaque fois que je le dis. Comme ça, ben, on verra combien de points j'ai gagné à la fin de la session. Donc, ben voilà, rapidement, moi, c'est John. Dans la catégorie des dinosaures chez Actito, vu que ça fait bientôt 15 ans que je travaille là-bas, j'ai fait beaucoup de choses différentes, hormis coder la plateforme. Et c'est pour ça qu'on a encore des clients contents, je pense. Et je n'ai toujours pas touché à la finance non plus. Et du coup, je vais dire, on arrive à continuer à se développer et ouvrir des nouveaux marchés au fur et à mesure. Du coup, ben voilà. Sinon, pour la petite histoire, j'ai fait le job que Émilie fait aussi, d'accompagner les clients au quotidien avec la plateforme. J'ai été sur des partie beaucoup plus commerciale. J'ai eu la chance de rencontrer Alex il y a quelques années quand on cherchait justement à ouvrir les opportunités d'Actito à l'étranger. Et j'essaye au fond aujourd'hui d'accompagner toute une équipe de 160 personnes à travers 6 pays, je vais dire, à partager la bonne parole du marketing automation, donc marketing automatisé, comme ça j'aurais déjà fait mon premier anglicisme. Et je vais plutôt vous parler beaucoup d'activation, mais aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de rentrer sur le courriel et de vraiment essayer de vous donner un peu de ce que moi, j'ai pu apprendre grâce à la société dans laquelle je travaille aussi et des expériences et vraiment être dans l'échange avec vous de bonnes pratiques, de choses à quoi vous avez peut-être pensé, pas encore pensé. Je donne un grand merci aussi à Michael, qui est la personne qui nous accompagne pour monter ce deck qui, je l'espère, vous voyez. Donc, comme ça, on aura pu faire le check aussi que le screen sharing fonctionne correctement. Vous voyez bien l'écran? Ok, Oui. ça me paraît correct. Du coup, c'est parti, on va y aller. Donc, très rapidement, Actito, juste pour que vous pouvez nous positionner dans un peu l'écosystème technologique qui existe. Notre objectif à nous, c'est si vous prenez les éléments de gauche, c'est tous les endroits aujourd'hui où vous avez de la donnée. Ça peut être dans vos outils de CRM, dans vos programmes de fidélité, dans des systèmes de RP. Et souvent, pourquoi j'aime bien montrer cette image-là, c'est que souvent, quand je rencontre des prospects ou des clients, ils me disent toujours, mais tu sais, moi, Jonathan, je n'ai pas beaucoup de données. Et puis, juste en utilisant ce graphique, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de sources de données que ce qu'on pense, mais que malheureusement, on ne les active pas. Et alors, pourquoi on ne les active pas? Souvent parce qu'il faut passer par les responsables informatiques pour y accéder. Et nous, notre objectif, c'est de vous aider, vous, marketeurs, responsables de gestion de campagne, à trouver un peu toutes ces techniques et ces sources pour pouvoir les centraliser dans ces petites bulles que vous voyez au milieu, qui est un consommateur. Du coup, nous, on veut personnaliser les messages vers Émilie, que je vais prendre beaucoup en exemple à mon avis aujourd'hui. Et du coup, on essaye de créer cette vision 360 degrés d'Émilie. Émilie, c'est qui? Elle habite où? Quels sont ses comportements d'achat, pardon? Comment est-ce qu'elle parcourt le web? Comment est-ce qu'elle interagit sur les canaux de communication? Et on va évidemment s'appuyer de notre technologie, mais surtout de quelque chose qui est très, très important personnellement pour moi, c'est un écosystème. Un écosystème de technologie et également un écosystème de partenaires métiers, comme on dit. Alors, ça peut aller aujourd'hui de gens qui vont vous aider à monter des stratégies de contenu, par exemple, ou pourquoi pas des
directement des stratégies de transformation digitale. Et nous, on va se greffer avec ces gens pour vous accompagner justement dans vos projets, pour que vous puissiez, et ça, c'est vraiment la partie en haut à droite, je vais dire, personnaliser l'expérience de vos clients. Notre objectif, on ne va pas se mentir, même qu'on travaille dans différents secteurs, ça va quand même être de générer des revenus pour vos entreprises. Et pour ça, ça passe évidemment par créer des expériences hautement personnalisées pour vos clients. Voilà, ça c'était vraiment les 60 secondes, on va dire, de sales pitch, deuxième mot en anglais, je vais dire, de commerce, mais j'espère que ça vous permettait de repositionner un petit peu Actito. Alors moi, j'aime bien commencer souvent mes présentations par un petit quiz, un petit questionnaire. Et du coup, j'ai ici 3 petites questions que j'avais préparées. Et du coup, c'est si je vous demande quel est le pourcentage d'adoption du courriel en B2B comme en B2C. Je crois que ça, on peut dire. Hein, B2B, B2C, ça marche, Amy? Ouais. Oui, pas de problème, on comprend tous bien. OK. Voilà, eh ben, je serais curieux d'avoir une idée du pourcentage et à la limite, on va avoir du mal à interagir les uns avec les autres, mais vous pouvez l'écrire dans le chat. Donc, moi, je vais lire les 3 questions et puis je donnerai les 3 réponses. Puis, j'aurai un deuxième slide avec encore 3 questions et 3 réponses. Comme ça, je vous ai déjà donné la prochaine partie. Mais du coup, on va essayer de comprendre c'est quoi l'adoption là-dessus. Puis, est-ce que c'est plus ou moins efficace que les réseaux sociaux? Et si oui, de quel ordre de grandeur on va parler? Et alors, après, on va parler aussi du nombre d'adultes qui disposent d'une adresse email et aussi du nombre de fois qu'on va regarder ce canal. Là, j'ai dit email, justement, courriel. Je vais dire qu'ils vont le regarder de manière journalière. Alors, soit je vous laisse compléter dans le chat ou prenez votre petit papier, mais attention, roulement de tambour, on va commencer à donner les réponses parce qu'on a un timing assez serré quand même sur 1 heure. Donc, on parle aujourd'hui, c'est un chiffre global évidemment, worldwide, donc du monde entier, 82% d'adoption sur ce canal-là. Ce qui est quand même assez énorme parce qu'aujourd'hui, on a beau se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais du coup, il y a vraiment aujourd'hui un énorme potentiel derrière. Les statistiques prouvent qu'aujourd'hui, et on reviendra un peu plus tard dedans dans cette formation aussi, 40% plus efficace que les réseaux sociaux si on parle évidemment d'efficacité au niveau transformation, conversion vers de la vente, vers de l'inscription à des événements comme aujourd'hui. Donc, on se rend compte quand même que le courriel, il est non négligeable. Après, ne pas mal comprendre ce que je dis. Je ne mets pas le courriel en opposition à quoi que ce soit. Pour moi, le courriel vient s'intégrer à des stratégies de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler d'omnicanalité, qui est clairement la demande, je vais dire, du marché. Mais c'est juste pour bien le remettre en termes coût-bénéfice dans le panorama. Aujourd'hui, c'est 92% des adultes qui disposent d'une adresse email. Alors, je fais un bisou à ma grand-mère, mais même ma grand-mère qui avait 92 ans avait une adresse email. Je vais dire aujourd'hui, c'est juste pour se dire que c'est quelque chose qui est très, très utilisé et très, très accepté par les gens de tout âge. Et on reviendra parce que vous allez me dire, ouais, mais les jeunes de 15 ans, eux, l'email, ils n'en veulent pas. On verra si c'est vrai ou pas vrai. Et alors aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est 61% des gens qui vont au minimum regarder leur boîte courriel 1 fois par jour. Donc, l'exposition que vous avez est juste énormissime. Alors, vu que j'aime un peu bien contextualiser ça, j'aime bien aussi parler de ce qu'on appelle des emails automatisés. Là, je sais que Nadine prépare son infolettre. Du coup, c'est elle qui va monter un contenu et décider à un instant T de déclencher sa campagne. Ce que moi, j'appelle des courriels scénarisés. Tu as vu, on en a oublié un, Amy. Les courriels Ouais. scénarisés, je vais dire, ça va être tout ce qui va se passer, par exemple, quand je m'inscris à votre infolettre. Si je m'inscris à votre infolettre, j'ose espérer que je vais recevoir un petit message de Nadine qui me dit « Hey, Jonathan, super, merci de t'être inscrit et voici tout ce que tu peux bénéficier de notre part. » Si vous m'envoyez ça 3-4 jours plus tard, ça va poser peut-être d'autres types de soucis. Et du coup, je vais vous parler de l'importance et de l'impact que vous pouvez générer à travers ces courriels scénarisés. Et on parlera aussi de la performance du clic. Alors, pourquoi j'aime bien parler du clic? C'est comme je vous ai dit, je suis moitié hollandais. Alors, les Hollandais en Europe, ils ont la réputation d'être un peu des grippe-sous, qui n'aiment pas trop dépenser de l'argent, qui partent en vacances avec des caravanes. Du coup, pour moi, quand j'investis au niveau de mon budget marketing 1 € ou 1 $, j'aime bien évidemment voir l'impact que ça va avoir au niveau des revenus que je vais générer. Du coup, le clic est ce qui est le plus proche de la transaction, d'où le fait que j'aime bien utiliser ça, moi, personnellement, comme une mesure de performance. À côté de ça, on parlera aussi du mobile parce que aujourd'hui, il est omniprésent et du coup, il faut vraiment considérer ça dans vos stratégies aujourd'hui. Et alors, si on voudrait prendre un chiffre en absolu, on avait parlé de l'adoption au niveau B2B, B2C, le nombre en individus, en milliards évidemment, qui ont une adresse courriel. Alors, tadadap,
70% d'ouverture supplémentaire sur des courriels scénarisés. Tout simplement, comme je vous ai dit, l'exemple de je m'inscris à la newsletter, vous avez des taux d'ouverture qui vont péter les plafonds, tout simplement. Un autre email que vous allez très vite comprendre sur l'impact et que vous pouvez juger à travers l'ouverture, ça va être l'email d'anniversaire. Quand moi, c'est mon anniv, la première chose que je vais faire, c'est regarder toutes les promotions et tous les cadeaux que je vais recevoir de tout le monde. Du coup, on est vraiment sur des emails avec des taux de performance en ouverture qui sont très, très hauts. Et quand vous avez beaucoup de gens qui ouvrent vos emails, ça veut surtout dire que vous avez beaucoup d'opportunités d'engager la conversation avec ces personnes. D'où l'importance de travailler ce qu'on appelle le clic dans l'email. Et vous voyez que ces emails scénarisés vont monter vos taux de clic de plus de 150% par rapport à une infolette classique, je vais dire. Juste pour qu'on se contextualise ça. Ça paraît logique, comme j'ai dit. Nadine m'a envoyé son courriel pour me remercier de m'être abonné à son infolettre. Elle va peut-être mettre un élément dedans qui va faire « Viens découvrir mes valeurs ou les valeurs de mon entreprise » ou « Découvre cette étude de cas qu'on a fait ». Vu que vous êtes très pertinent et que je suis ouvert, j'ai engagé mon adresse mail sur vous, c'est hyper important d'activer au plus vite vos consommateurs dans leur parcours client aussi. Donc voilà, ça c'était juste pour remettre un peu le scénarisé. Alors aujourd'hui, c'est peut-être ça. Oui. Est-ce que tu peux expliquer peut-être un peu plus en détail c'est quoi un email scénarisé pour peut-être qu'il y a des Oui. gens qui ne savent pas Ben, exactement? c'est ce que j'essayais d'expliquer. Donc, l'email infolette que Nadine prépare, c'est elle qui va faire un courriel, elle va faire une sélection, puis elle va décider de déclencher l'envoi de cette campagne. Un One email shot. scénarisé, ce n'est pas la marque qui décide de déclencher le courriel, c'est le consommateur, le lecteur, l'individu qui a donné un signal et va recevoir quelque chose de manière automatique à ce moment-là. Évidemment que les marques auront préparé. L'exemple le plus simple, c'est comme je vous ai dit, c'est la confirmation d'inscription à une infolettre, c'est l'email d'anniversaire de la personne, c'est la relance d'un panier abandonné, tous ces emails que vous allez programmer parce que vous ne pouvez tout simplement pas les créer à la volée tous les jours. Alors, je me doute que Nadine, elle fait beaucoup de choses, mais si Nadine, elle veut pouvoir bien travailler son infolettre, elle a intérêt à automatiser ce type de message-là parce que sinon, elle va envoyer beaucoup, beaucoup de messages sur la journée, je pense. Donc voilà, c'est plus clair comme ça, Amy? Oui, 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 effectivement, ouais, c'est ça. C'est comme une série d'actions qu'on pose pour justement rejoindre plus facilement. Au, Puis au fond, c'est ce que je dis. C'est vraiment, alors voilà. là, c'est en anglais, désolé. Vous avez ce qu'on appelle le push marketing et le pull marketing. Eh bien, quand c'est moi qui donne mon adresse mail, je vais dire, hop, il faut que cette interaction se passe. Voilà. Je vais dire, donc oui, c'est vraiment là-dessus. Alors, Claire avait une question aussi. Voilà. Je t'invite à la poser, Claire, ou tu Oui, l'as mis dans le bonjour. chat? Oui, désolée, c'est juste un petit délai. Je voulais Là-dessus. juste savoir, est-ce que c'est quelque chose qui se déclenche juste avec des types de sites web WooCommerce ou c'est des trucs qu'on peut créer des courriels Alors, scénarisés avec d'autres manières? clairement. Alors aujourd'hui, je pense que l'exemple que vous prenez, la Claire, est le classique. Je vais dire, c'est vous avez fait un abandon de panier, donc vous n'avez pas finalisé une transaction et 2 heures après, c'est Claire, n'oublie pas que tu avais mis cette super paire de chaussures dedans. Je vais dire, ça, c'est clairement généré au niveau du site et des interactions. Mais maintenant, il faut bien comprendre que toutes ces choses-là envoient de la donnée dans ce qu'on appelle une base de données. Et du coup, typiquement, si je vous prends l'exemple de l'anniversaire, ce n'est pas le site qui l'a déclenché, c'est parce qu'à un moment, Claire aura fourni sa date de naissance à la marque et la marque va, elle, créer une règle qui va dire tous les gens dont la date d'anniversaire est aujourd'hui reçoivent ce message-là. Ça, c'est l'exemple le plus simple. Après, on peut penser à des choses qui sont beaucoup plus magiques dans les emails scénarisés. Selon les types d'industrie dans quoi vous êtes, moi, je dis toujours, si Jonathan achète 6 bouteilles d'eau minérale chez Tesco toutes les semaines et qu'en une fois, je vais chez Tesco, mais je n'achète plus des bouteilles d'eau, je peux vous assurer que je ne suis pas devenu un chameau. C'est juste que j'achète mon eau ailleurs. Aujourd'hui, vous avez la capacité dans les données à votre disposition de dire la personne n'ayant pas acheté des bouteilles d'eau depuis 3 semaines, envoie-lui un courriel. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir le travailler vraiment soit sur du comportemental que vous identifiez au niveau du site web, mais vous avez surtout beaucoup de données que vous allez pouvoir exploiter, questionner pour déclencher justement ce type de message. Est-ce que c'était clair, Claire? Oui, très clair, merci. Super. Voilà, alors je retourne sur mon petit quiz. 53% des courriels aujourd'hui sont ouverts sur un mobile. Alors, il faut vraiment comprendre une chose aujourd'hui, c'est autant il y a 10 ans, le mobile existait déjà,
mais on n'avait pas encore cette tendance à tout le temps prendre son téléphone 152 fois sur la journée. Aujourd'hui, ça fait partie du comportement de vos consommateurs. Je vous prends un exemple très simple. Ma chère et tendre est occupée de regarder pour des vacances. Du coup, elle reçoit des promotions par courriel en journée. Elle me les envoie à moi en disant « Ah, comment tu trouves cet hôtel-là ?» Pourtant, la transaction ne s'est pas encore effectuée. Elle va probablement réserver les vacances depuis son ordinateur. Donc, il faut voir l'email qui arrive sur le mobile est aussi arrivé sur votre ordinateur à la maison. Et du coup, ça va être essayer de comprendre quel est le comportement des individus derrière ça pour les amener de nouveau à cette chose qui nous intéresse le plus, la conversion, la transaction. Du coup, de nouveau, le mobile à ne pas négliger. Et aujourd'hui, ça c'est la dernière statistique qui est sortie au niveau Wikipédia, 4,3 milliards de comptes courriels ont été dépassés en janvier 2023. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 11 milliards d'habitants dans le monde entier. Donc, c'est plutôt pas mal quand on y pense, je vais dire, globalement aujourd'hui. Marilène, shoot! Rapidement comme ça, c'est quoi la différence entre ça et intranet avec toutes les infos qu'on rentre dans intranet, dans notre site web, ou qu'il y a des relances, ou que, tu sais, on envoie... C'est une bonne question. Alors, je pense que souvent, quand on est dans les univers des intranets et tout ça, on est plutôt, je vais dire, sur des courriels qui vont plutôt être ce que moi j'appelle des courriels de service, tu vois, qui vont annoncer un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas orientés sur un caractère marketing, tu vois, je vais dire, de positionnement de marque, de positionnement de message. Je dis toujours, selon les secteurs dans quoi vous allez être, évidemment, l'objectif, logiquement, du marketing, c'est de rendre le commerce le plus simple possible. Et du coup, ça va être à travers nos courriels de t'inciter à avancer vers un achat, vers la réservation de quelque chose. Là où quand on est sur de l'intranet, on est probablement beaucoup plus proche d'une information qui doit être partagée, mais qui n'aura pas un caractère commercial derrière. C'est comme ça que je fais la nuance. OK, malgré le fait que nous, on fait beaucoup de publicité sur des formations, des colloques. Alors là, je pense que ça, c'est un contenu typiquement que tu voudrais récupérer au niveau de ton infolettre et pouvoir l'envoyer aux bons individus de ta base de données. Donc, de nouveau, on ne va pas se mentir, le fond de commerce du marketing, c'est le contenu. Si tu n'as pas de contenu, tu ne sais rien raconter, ça ne sert à rien d'envoyer des emails. Après, que tes emails soient plutôt des emails de type transactionnel ou plutôt infolette ou plutôt information, c'est là où tu vas essayer de travailler dans ce qu'on appelle le mix de ta communication. Il va falloir essayer de trouver les bons éléments. Comme j'ai dit, quand je m'inscris à votre infolettre, on peut se dire qu'on est beaucoup plus proche d'un email transactionnel de confirmation. Par contre, le deuxième courriel qui arriverait, c'est « Jonathan, maintenant que tu t'es inscrit à mon infolettre, je voudrais en apprendre un peu plus sur toi. » Et tu vas ouvrir du coup un dialogue de communication. Et si tu me parles de formation, typiquement, tu vas dire « Es-tu intéressé plutôt par ça, ça ou ça ?» Et sur base de mes réponses, tu vas pouvoir segmenter à ce moment-là ta base de données et être très pertinent chez moi. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez vos courriels, enfin vos boîtes d'email, vous avez énormément de sollicitations tous les jours. Et la seule manière de sortir de ce flux énorme de communication, ça va être la pertinence de vos messages et ça passera par la segmentation. Clair? Allez, let's go. Je continue alors. Alors ici, je sais qu'on va devoir avancer plus vite parce que je pense que j'avais énormément de slides de prévus. Du coup, de temps en temps, j'accélérerai. Amy, tu coupes quand tu veux, hein, comme d'habitude. Ici, je voulais juste mettre rapidement en avant le courriel de nouveau à côté des réseaux sociaux en usage par âge. Parce que typiquement, moi, j'ai un petit bonhomme là en bas de 12 ans. Il a un courriel parce qu'aujourd'hui, il a un compte de jeu sur Fortnite, qui est un jeu. Ils ont besoin d'une adresse mail pour créer leur compte. Donc, même quand on me dit les jeunes n'ont pas d'adresse email, si, ils ont une adresse email. L'autre question, c'est est-ce qu'ils l'exploitent? Est-ce qu'ils vont voir leur courriel? Ça, c'est une autre question. Mais du coup, là, vous voyez clairement, 91%, je vais dire, des jeunes entre 15 et 24 ans disposent d'une adresse email, même plus que ce qu'ils ont accès aux réseaux sociaux. Et alors là, je pense que c'est la panique des parents qui va sûrement mettre un frein là-dessus. Et puis, vous voyez vraiment ce graphique qui évolue avec des taux de pénétration du courriel qui restent très, très importants. Ce qui semble un peu plus intéressant, c'est le graphique du bas, où on va surtout se concentrer ici sur un élément qui est ce que moi j'appelle la conversion. La conversion, c'est suite à vos actions marketing, quel que soit le canal de communication, c'est comment est-ce que ça a converti dans le cadre ici, peut-être de la vente ou de la promotion d'une formation. Je veux dire, ça peut être un angle. Ça, c'est ce que moi j'appellerais une conversion dans votre cas. Et vous voyez que sur le courriel, on parle de 6% en moyenne de conversion
pour 1,9% sur les réseaux sociaux. Du coup, quand il faut défendre de ce qu'on appelle du ROI, du retour sur investissement, je vais dire, c'est là où aujourd'hui on peut commencer, je vais dire, à se poser les bonnes questions. Pourquoi je dis ça? C'est que je dis toujours, les réseaux sociaux, moi je les ai vus arriver en 2007, j'étais sur Facebook. En 2009, j'ai fait ma première action marketing sur Facebook. L'acquisition d'une adresse email à cette époque-là coûtait moins d'1 € en Europe. Aujourd'hui, cette même action que je voudrais faire sur le réseau Facebook me coûterait probablement entre 15 et 20 €. Du coup, ce n'est pas difficile. Je vais dire, eux font qu'augmenter, vous les enrichissez, ils sont très contents et Mark Zuckerberg vous remercie clairement pour ça. Là où le courriel, lui, n'a pas eu cette inflation du coût global et vous permet vraiment d'aller travailler votre base de données. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus centré consommateur, le courriel, je pense, que les réseaux sociaux. Parce que vous connaissez la personne qui est derrière un courriel. C'est plus difficile quand vous faites une campagne publicitaire de masse. Et alors, le dernier chiffre, c'est et je vous ai chaque fois mis les sources, comme ça vous pourrez les suivre aussi. Pour 1 € investi en email marketing, on sort en moyenne 38 à 42 $, je vais dire, de retour sur investissement. Donc là, clairement, aujourd'hui, et je sais dans quel secteur d'activité vous êtes, vous n'êtes pas je vais prendre un exemple, Tommy Hilfiger, où ils peuvent se permettre de dépenser des budgets astronomiques, je vais dire, en marketing. Du coup, là, vous dites, écoute, pour 1 € qu'on va investir là-dedans, on peut potentiellement attendre ça. Ça paraît, d'après moi, important de garder ça à l'esprit dans vos diverses stratégies. Alors, le courriel, comme vous le voyez là, il va prendre beaucoup de formes et pourtant là, c'est le même courriel que je vous ai présenté. Ce qui est important vraiment à comprendre avec le courriel, c'est une brique de l'expérience que vous souhaitez donner à vos lecteurs. C'est vraiment super important. Donc, il faut vous dire qu'aujourd'hui, quand vous lisez un courriel sur votre téléphone mobile, ça va être différent de quand vous le lisez sur votre MacBook et ça va encore être différent quand vous le lisez sur un Outlook ou un Gmail. Et tout ça, il faut en tenir compte dans vos stratégies. Il faut se poser la question qui est derrière. Je vous prends un très simple exemple. Il y a des années, moi, je travaillais pour une société qui s'appelait ABB et ils avaient un truc qui s'appelait Lotus Note. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'était le client mail d'IBM. Avoir un email qui ressemblait à quelque chose là-dedans était juste impossible. Mais après, je leur disais, ils ont dépensé mais vraiment des centaines de dollars à nous faire construire des courriels qui passaient très, très bien sur Lotus Note. Et vous savez ce qui était le plus comique? Ils avaient 2% de leurs clients qui étaient sur Lotus Note. De nouveau, posez-vous les bonnes questions quand vous êtes au niveau du courriel. Qui est mon audience? Où est-ce qu'ils consomment ce canal-là pour être certain que l'expérience que vous allez pouvoir leur proposer, elle est optimale. Donc, j'avance un rien plus vite dedans parce que conscient du temps de chacun aussi. S'il y avait une base qu'il faudrait retenir, et encore une fois, vous pouvez nous demander si vous nous passez vos courriels, on vous enverra la présentation. Si je devrais le résumer sur quelques points pour être certain que vos courriels sont corrects, on pourrait probablement se concentrer juste sur ce slide-là. L'objectif d'un courriel, c'est d'être lu. Il faut penser à l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, de nouveau, alors je pense qu'ici, on est tous en pleine capacité physique, pas de daltonisme, pas d'aveugle et tout ça. L'accessibilité, c'est vraiment quelque chose sur quoi moi j'insiste énormément sur le courriel. Il y a des gens qui ont des claviers en braille, donc on va en parler de l'importance du alt, par exemple, sur les images, mais du coup, accessibilité, c'est vraiment ça. Accessibilité, c'est ce qui va donner le full impact de vos messages. Il doit être consultable. Et alors, quelques petites idées techniques. Alors, on parle de pixels et là, de nouveau, il y a du gabarit. On va beaucoup approfondir ça. Là, je vous ai donné des recommandations assez classiques. On parle entre 600 et 700 pixels de large pour un email sur desktop. On va parler de 320 pixels en mobile. Du coup, réfléchissez déjà quand vous passez de 700 à 320, les images et des choses du genre, et on reviendra dessus aussi. Il faut avoir un grand niveau de contraste. Typiquement ici, si je prends mon slide, la base de la base, le fond blanc en bleu, je ne suis pas sûr que c'est super perceptible pour tout le monde. Ça va dépendre de la qualité des écrans et tout ça. Donc, pensez toujours vraiment à contraster au maximum, je vais dire, la présentation de l'information. L'accessibilité, j'en ai parlé. Alors, les images, moi, je pense que c'est super important et je suis un peu moins à l'attaque de ce que les intégrateurs font. Donc, vous savez, ceux qui font la partie technique de l'email, ils n'aiment pas trop les images. Ils disent toujours les images, ça ne sert à rien. Alors, moi, je fais partie des gens qui disent une image vaut 1000 mots. Du coup, de nouveau, je vais dire, ça va plutôt être à vous à voir comment cet aspect de votre courriel supporte les messages et l'action que vous voulez faire derrière. Après, un email, et vous le voyez très bien sur l'image de gauche, c'est comme un fichier Excel, c'est des tables, comme on dit, c'est des découpes, je vais dire. Et du coup, il faut vraiment se dire,
pour les plus anciens d'entre nous, et moi je suis né dans les années 80, j'ai 40 ans, comme ça tout le monde le sait, quand on faisait des sites web dans les années 90, on faisait des tables, vraiment comme en Excel. L'email, c'est toujours cette technologie-là qui a évolué, mais qui ne bénéficie pas des nouveautés que vous allez pouvoir avoir typiquement sur un Chrome ou un Edge et tout ça qui ont intégré beaucoup de nouvelles technologies. L'email, malheureusement, n'a pas intégré ça. Et alors, les call to action, donc comment on traduit call to action en français canadien? Un appel Un appel au clic? au clic, moi, on peut dire ça. Non, c'est appel à l'action. Appel à Appel à l'action. l'action. Oui, c'est ça. Merci. Ouais. Merci. Merci, Alex. Moi, je te laisse le chat, Ah, Émilie, Nadine. parce que je vois que ça saute et alors tu me coupes parce que sinon les gens ils vont croire que je deviens complètement fou à me balader de gauche à droite. Ben, on Mais du coup, un avait- appel à l'action. Donc, appel à l'action, c'est très bon. Et du coup, l'appel à l'action, attention à l'image et on reviendra dessus un peu plus tard. Mais du coup, voilà, s'il faudrait prendre votre téléphone pour faire une photo pour valider que le courriel que tu prépares, Nadine, est correct, essaye de me poser la question, est-ce que le checklist qu'on a ici est cohérent, oui ou non? Et ça te donnera déjà une première base de travail aussi dessus. Alors, si on part sur vraiment le courriel, et je vais essayer de passer un peu en mode à la loupe, vous allez avoir ce que moi j'appelle l'enveloppe, le sujet et le client du courriel. Et typiquement là, on est sur Gmail, qui est quand même le service le plus étendu et le plus utilisé, je vais dire, par les consommateurs finaux. Et c'est le même Gmail avec 3 présentations de mon écran différentes. Le premier, c'est il n'y a pas de prévisualisation du message. Celui-là à droite, c'est une prévisualisation à droite et vous voyez la profondeur du texte qui est visible. Et l'autre, c'est une prévisualisation en 2 tiers, 1 tiers. Eh bien, déjà là, et ça, vous ne le savez pas, ben, ça va déjà générer des interactions différentes selon comment la personne a ça. Et cette information-là, vous ne l'aurez pas. Mais par contre, vous devez en être consciente quand vous préparez vos courriels de nouveau. Du coup, de nouveau, on parlera beaucoup de testing aussi. Alors, l'expéditeur, c'est vraiment cette partie visuelle que vous voyez. Donc ici, il y a écrit Émilie et Jonathan, petite barre Actito. C'est ce qu'on appelle un expéditeur visuel. Il va vous permettre d'être reconnu. Quand je fais ça, quand nous on envoie ça, on a travaillé plusieurs choses là-dessus. Ben, je suis assez connu chez Actito, Émilie aussi, et les gens nous reconnaissent et du coup identifient directement dans leur boîte mail, leur boîte à courriel, tous ces expéditeurs et ça va être un des premiers éléments qui va générer cette ouverture. Du coup, je vous invite vraiment à très fort travailler sur qui expédie les courriels. Je vous prends un exemple du secteur B2C. Je travaille pour une grande chaîne de magasins. Ils ont 50 magasins à travers la Belgique et les Pays-Bas. Eh bien, l'expéditeur, c'est chaque fois le responsable du magasin. Parce que moi, je sais que c'est Boris chez moi. Par contre, pour Michael qui est présent dans le chat, c'est Manu. Eh bien, l'expéditeur visuel est chaque fois le responsable du magasin. Pourquoi? Ils sont souvent très présents, ils voient leurs clients, ils ont cette connexion avec les gens. Donc, on parle vraiment d'un expéditeur visuel et si vous avez une bonne plateforme de courriel, vous êtes capable de mettre ce que vous voulez à cet endroit-là. Vient après, évidemment, l'aspect technique de la chose, et ça, c'est la deuxième partie de mon écran, où vous voyez un jonathan@actito.news. Ça, c'est un expéditeur technique. C'est là où il va typiquement les plus anciens d'entre nous, de nouveau, ont dû recevoir beaucoup de courriels où on vous disait « Merci de rajouter mon adresse dans votre carnet d'adresses ». Typiquement, quand il parle d'une adresse, c'est cette adresse-là qu'on fait rajouter. Alors, un petit truc pour Nadine, parce que je la prends aussi souvent en exemple, quand les gens s'abonnent à votre infolettre, c'est un des messages que je vous invite à intégrer dans votre première infolette de remerciement. C'est vu que vous allez confirmer l'inscription de la personne, c'est directement de proposer à la personne de rajouter l'adresse jonathan@actito.news dans leur carnet d'adresse. Quand vous faites ça, quand vos consommateurs vont faire ça, vous donnez un énorme signal aux services comme Gmail, Outlook, Yahoo et autres en disant mes clients, donc ceux de Gmail, veulent recevoir ces courriers et du coup, ils vous montrent un signe positif. Donc, vraiment, à essayer d'intégrer dedans aussi. Puis, rappelez-vous qu'aujourd'hui, un courriel, il est bidirectionnel. Ce n'est pas vous qui êtes en mode « Tiens, prends mes formations, achète mes formations ». Non, non, vous voulez qu'il y ait un moment, une conversation qui puisse se réaliser à travers le courriel. Du coup, moi, le « no reply » qui se met devant le petit arrobas, quand je trouve des clients qui font ça, je les appelle perso en leur disant qu'ils n'ont rien compris à leur boulot et qu'il ferait bien de repenser un tant soit peu le côté bidirectionnel de cette communication. Donc, hyper important de ne pas avoir du no reply aujourd'hui et d'ouvrir la communication. Alors, 35% des ouvertures se font juste à la lecture du sujet.
Donc, en gros, les gens, ils vont voir ici, vous aimez les cadeaux. Bon, moi, j'ai toutes les langues dans ma boîte mail et c'est vraiment ma boîte à moi. Mais du coup, c'est juste pour vous montrer l'importance. Et là, je regarde de nouveau Nadine. Hein. Nadine, elle travaille son contenu. Et souvent, on met énormément d'efforts dans notre contenu. Mais si le courriel il n'est pas ouvert, on aura pu faire tous les efforts qu'on veut sur le contenu du message. Si les gens ne l'ont pas ouvert, ils ne le voient pas. Hein. Donc, honnêtement, le sujet de vos courriels, il faut vraiment se casser la tête dessus. Moi, souvent avec mon équipe, on fait un concours en interne. Je dis, moi, je veux que chacun vienne avec 3 idées du sujet du courriel qu'on va envoyer de notre infolette mensuelle. Et puis, on se challenge les uns les autres pour essayer de trouver ce qui est le plus pertinent, qui aura le plus d'impact. À côté de ça, j'avais parlé de l'importance de nom de l'expéditeur. 43% vont travailler là-dessus aussi. Et alors là, ça, c'est le plus dangereux. Juste en lisant l'expéditeur et le sujet, vous allez avoir quasi 70% des gens qui vont cliquer sur le bouton spam. Alors vous allez me dire, ouais, John, ce n'est pas grave. Au pire, il a fait spam, il sait que ça ne l'intéresse pas. Sauf que là, lui, il vient de donner un message à Google ou à Gmail ici en l'occurrence en disant, les courriels d'Actito, ils ne sont vraiment pas pertinents, c'est vraiment du caca. Et du coup, on va se prendre une grosse claque et on ne va plus réussir non plus à envoyer nos messages aux personnes qui, eux, voulaient les recevoir. Donc voilà, 3 petits chiffres clés de nouveau qui sont importants. Quand votre boss vous demandera pourquoi est-ce que tu as mis 2 heures à trouver le bon expéditeur et le bon sujet, parce que mon ami, si on n'a pas réussi ça, de toute façon, tout le reste ne sert à rien. Hop, hop. Alors, ici, c'est plutôt des petites astuces et nouveau conscient du temps. Et tu vas devoir faire le timekeeper avec moi, Émilie, parce que j'ai beaucoup de slides. Problème. On est à 5, Ouais, voilà. Ici, je vous donne quelques idées et de nouveau, il faut éviter de faire du commercial. Au plus humain, au mieux. Les majuscules, les points d'exclamation, les gros trucs criards. En gros, vous dites tout ce qui est utilisé par les spammers, ne l'utilisez pas. Ça serait un très bon résumé. Essayez toujours de poser qu'est-ce qu'il y a comme valeur dans le message que votre lecteur devrait savoir. Donc, avoir un peu ce côté teasing, un peu préparer, taquiner les gens pour qu'ils y aillent, ça marche très bien. Je vous donne un exemple. Je ne vous dis surtout pas de faire ça. Vous avez tous déjà dû recevoir un jour un courriel avec en titre « Nos sujets ». Pas de sujet. Vous savez, entre parenthèses, pas de sujet. Eh bien, moi, j'ai un jour fait ça sur mes courriels professionnels. C'est le courriel qui a le plus ouvert. Parce que j'avais envoyé nos sujets. Alors, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire, mais je crois que ça a tellement intrigué les gens sur la boulette que j'avais fait qu'ils ont tous ouvert l'email. Je vais dire. Donc, voilà. De nouveau, essayez d'utiliser ça, des verbes d'action, faire beaucoup d'A/B testing. Et on reviendra un petit peu sur l'A/B testing un peu plus loin. Je veux dire, c'est vraiment des éléments qui sont hyper importants et je vous donne un peu des astuces comme ça à travers le temps. Alors, ici, un petit outil, quoi que soit la plateforme que vous utilisez, c'est intéressant des fois de pouvoir revoir comment votre expéditeur, votre sujet et votre préheader vont se présenter sur différents services de courriel. Et là, je vous ai mis un petit outil qui vous permet entre autres de le voir sur un iPhone, sur un Gmail, sur un desktop, sur un ordinateur portable. Et du coup, là, on commence déjà à recomprendre l'importance de bien travailler ces éléments clés aussi. Alors, si on découpe l'email, il va avoir une partie qu'on appelle le pre-header. Désolé, mais il y a des mots en anglais que je ne sais pas du tout comment je devrais les traduire en français. On va avoir le contenu, on va avoir le footer et le post-footer. Ça, on va un peu le découper. On a 2 questions sur le chat. Est-ce que tu veux y répondre tout de suite? Oui, on peut y aller. OK, parfait. On avait Louis qui demandait qu'après 2 ans de pandémie, qu'il y a beaucoup de courriels promotionnels, mais aussi beaucoup de courriels qui viennent des collègues de télétravail. Il se demandait, est-ce que plusieurs avouent ne pas avoir assez de temps pour lire ces infolettes? Est-ce qu'on a des données là-dessus ou des trucs? Alors, c'est un bon point. Alors, moi, je peux donner un aspect plutôt statistique que nous, on a. Nous, on a augmenté l'envoi de courriel de plus de 30% pendant la période de pandémie. Donc, tu vois, je veux dire, si on faisait 1 million, on faisait 1,3 million d'envois par jour. Donc, clairement, un canal qui a été très, très fort sollicité. Par contre, ce qu'on a clairement remarqué, nous, c'est des taux de clics qui ont explosé. On a fait en moyenne plus de x3 au niveau du clic, tout simplement parce que les gens avaient du temps, que les contenus n'étaient pas toujours promotionnels et que les gens voulaient s'informer. À la deuxième partie de la question qui est, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une surabondance d'informations qui empêche les gens de consommer? Clairement, je pense qu'aujourd'hui, on produit probablement plus en 1 heure aujourd'hui que ce qu'on faisait en 10 ans, il y a 10 ans, parce qu'on est tous des producteurs de contenu. Et je pense que c'est là où, de nouveau, les infolettres vont avoir beaucoup d'intérêt.
au plus vous allez avoir de contenu, au plus vous allez avoir de la bonne information pour votre audience, mais au plus vous allez devoir aussi amener le bon contenu à la bonne personne. Et pas ça, ça va passer par beaucoup d'analyse de vos courriels. Pouvez-vous prendre un exemple très, très simple? Moi, je travaille pour un média d'information générale. Ils vont avoir une section sur l'actualité, une section sur le sport, une section sur la politique, une section sur la finance, enfin, vous imaginez. Eh bien, eux ont commencé à retravailler leur contenu où quand on s'inscrit à l'infolette, on reçoit un contenu sur chaque. Par contre, ils ont remarqué que Jonathan, il a cliqué sur le sport, mais n'avait jamais cliqué, par exemple, sur la partie politique. Eh bien, dans l'infolettre, à un moment, je vais avoir droit à 2 articles de sport et plus d'informations sur la politique parce qu'ils ont été capables de me segmenter sur base d'un comportement. Et du coup, aujourd'hui, à l'abondance d'informations vient surtout le besoin des marques d'être encore plus pertinents, de mieux segmenter et mieux d'identifier quel message pour quelle personne. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère. Ben, j'imagine, c'était assez complet. Sinon, Marilyn demande aussi, c'est quoi la bonne fréquence pour relancer des courriels, comme par exemple quand il est le moment d'inviter des membres à s'inscrire à une formation, par exemple? Alors, c'est une super question. Et c'est vraiment une question où je vais plutôt donner un avis très personnel de la chose. Je pense qu'on s'empêche trop souvent de renvoyer un courriel parce qu'on est dans le syndrome de on ne veut pas embêter les gens, on ne veut pas sursolliciter les gens. Si aujourd'hui votre courriel ouvre à 20%, ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui ne l'ont pas vu. Renvoyer le courriel 2 jours plus tard sur les gens qui ne l'ont pas vu vont vous générer 10% d'ouverture supplémentaire. Du coup, là, tu vois déjà, juste l'envoi et le renvoi sur non-ouvreur, pour moi, ça devrait être automatique chez tout le monde. Automatique, tout le monde devrait faire ça. Et de toutes les études que j'ai faites, je n'ai jamais eu un taux de désinscription qui a augmenté suite à un renvoi de mon infolette sur les non-ouvreurs. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose. Il faut enlever notre caractère professionnel, tu vois, et se mettre de nouveau dans les choses du consommateur. Aujourd'hui, regardez combien de courriels vous n'avez pas ouverts aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne sont pas pertinents pour autant? Je ne pense pas. Il y a juste qu'à un moment, vous avez un temps que vous pouvez y consacrer qui, lui, est limité. Et tu l'as optimalisé sur ce qui était le plus pertinent pour toi à ce moment-là. Est-ce que si demain, je t'avais renvoyé un courriel, il ne pourrait pas rentrer dans ton temps de consommation? Peut-être. Et moi, je dis que cette chance-là, il ne faut pas se l'empêcher. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est d'intégrer des choses qu'on appelle le Preference Center, le centre de préférence. Aujourd'hui, il est très, très simple de demander aux gens quelle est la fréquence que tu souhaites que je communique envers toi. Est-ce que tu veux recevoir l'information quotidienne tous les jours? Est-ce que tu préfères avoir l'information résumée le vendredi ou est-ce que je te fais les meilleures lectures le dimanche matin? Posez tout simplement la question à vos consommateurs et eux vont vous le dire. Arrêtons de vouloir, et pourtant je suis un geek, j'adore la techno, mais s'il y a bien un truc que j'ai compris, et on peut parler de ChatGPT 3 si vous avez envie, je vais dire, c'est de se dire, laissons un peu le consommateur choisir son niveau de pression commerciale acceptable et souhaitable pour lui en lui posant la question. Au lieu d'essayer de deviner, posez-lui la question. Ça serait vraiment mon meilleur tip. Good, merci. Là, les questions affluent. J'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée. Est-ce que… bon, elle est disparue? En fait, c'était par rapport à… C'est moi qui avais posé la question. Rapidement, comme ça, c'est juste que moi, c'est une des choses que je fais quand on… Là, je parle d'harcèlement dans le sens que quand je reçois à tous les jours ou aux 2 jours un courriel d'une entreprise pour de la promotion, à un moment donné, je viens que je ne les lis plus parce que ça devient trop, là. Fait que c'est juste moi ma crainte que quand j'envoie les fréquences, je te donne un truc relances. que tu dois tester alors, Marilyn. Alors, tu as un super bon réflexe, hein, parce que ce que tu fais là, c'est vraiment te mettre dans les chaussures de ton consommateur. Tu prends ton expérience personnelle et tu te dis, moi, je n'ai pas envie d'ennuyer les gens comme je me fais ennuyer. C'est vraiment ça que tu me dis. Eh bien, je vais te donner un exemple de vraiment un cas réel. Je travaille pour une chaîne de restaurants rapide, type Burger King chez vous ou un truc de genre. Eux envoient 3 courriels promotionnels par semaine. Eh bien, à un moment, on avait fait une analyse de prendre tous les gens qui n'avaient pas ouvert un de ces courriels depuis 3 mois. Donc, tu imagines, hein, 3 mois, 3 par semaine, je peux te jurer qu'on en a shooté des courriels de ces gens. Et dans le sujet, on disait, il semble que tu n'as plus d'intérêt de nos messages, on va te désinscrire.
plutôt direct, hein, eh bien, 78% des gens ont cliqué « Ne me désinscrivez surtout pas ». Parce que de nouveau, il faut savoir qu'un email, tu ne seras qu'il est ouvert que si la personne a à minima affiché les images ou cliqué. Le fait qu'il le lise en bas, tu ne le sais pas. Et pourtant, ton contenu était peut-être pertinent. Tu vois, du coup, c'est de nouveau le remettre dedans. Quand tu vois que tu as des segments qui se désengagent, c'est de nouveau de leur poser la question. Est-ce que je t'envoie trop de mails? Si tu dis oui, eh ben, tu dis je peux descendre ma fréquence de un courriel par semaine à peut-être un tous les 15 jours. Centre de préférence. Mettez le consommateur en contrôle de sa pression commerciale. Alors, le pré-header, conscient du temps, et je crois qu'on est au slide 19 et on n'en a que 70, hein, Amy, on est vu. Hein. Donc, le pré-header, c'est super important. Et s'il faut faire 2 sessions, on fera 2 sessions, ce n'est pas ça le problème. Le pré-header, c'est méga important. Pourquoi? C'est cette fameuse deuxième petite ligne qui vient se mettre à côté de votre titre de l'email. Donc, si je reprends dans le mobile, vous avez Émilie et Jonathan-Actito. Et mon sujet, c'était demain, on revient sur 10 et c'est coupé. Et puis, vous avez une ligne en dessous qui est on n'a pas toujours échangé cette année. C'est une deuxième chance de générer une ouverture. Et c'est clairement sous-exploité dans la plupart des courriels. Et pourtant, vous voyez l'impact que ça peut donner. On a une lecture très rapide. Et pour moi, c'est quelque chose où je suis encore choqué de voir le nombre de courriels que je reçois où il y a écrit « Si vous n'arrivez pas à lire l'email, cliquez ici ». On s'en fout de ça. Enfin, désolé, hein, je suis un peu cru là, mais je vais dire non. Je vous prends un exemple véridique. Ma femme, et vous l'avez entendu rentrer avec mon fils, moi, j'ai utilisé le pré-header en utilisant du comportement web. Je prends l'exemple de Marilette. Tu es capable aujourd'hui, techniquement, c'est super simple, de dire « Jonathan a ouvert mon courriel, il a cliqué sur un élément et il a visité un nombre de formations sur ton site. » Dans le pré-header, tu fais moins 20% sur la formation que j'ai visitée. Moi, je vais le voir là-dedans. Je peux te jurer que j'ouvre l'email et je clique dessus. Manière toute simple d'utiliser de nouveau la donnée pour recontextualiser l'étape suivante. 2 chances d'avoir une ouverture. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous avez, comme je vous avais dit, on regarde d'abord l'expéditeur. Est-ce que je te connais? Puis, qu'est-ce que tu veux me proposer? Et puis, je peux encore en donner plus. Si je dois le découper en 3 morceaux, ça donnerait ça. Vu qu'il y a beaucoup de copies dans les slides, je pense que vous pourrez vous y retrouver même sans que j'explique chaque élément. Alors, ça, c'était le pré-header. Si maintenant, on prend vraiment le contenu de l'email, alors je vais utiliser un mot que moi, je n'aime pas trop, ça s'appelle la Johnson Box. Moi, mon grand-père, il était libraire et il est buraliste. Et en gros, je me rappelle toujours que la gazette, elle était pliée en 2. En gros, un courriel, vous pouvez le voir de la même manière. Dites-vous que quand votre courriel, on l'ouvre, on voit que ce tiers supérieur, c'est ce qu'on appelle cette fameuse Johnson Box. Du coup, c'est la partie la plus importante après avoir travaillé son enveloppe, son sujet, son expéditeur. Cette partie-là, c'est l'accroche. Si vous vous loupez là, c'est foutu. C'est foutu. Donc, on doit reconnaître votre marque. On doit avoir un visuel qui est attractif, pertinent et qui génère évidemment ce fameux clic qu'on veut rechercher. Il faut travailler son copy. Et quand je dis travailler le copy, ça va être son titre, son texte, le contraste qui va derrière pour que ça soit facilement lisible. Les meilleurs emails que je connais aujourd'hui sont inspirés des meilleurs posts sur LinkedIn ou en réseaux sociaux. Vous avez déjà vu maintenant souvent, ils écrivent avec beaucoup d'espacement, avec des bullet points, par exemple, des petits tirets, des 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que de 1, l'humain est profondément fainéant. Et au plus vous le facilitez la lecture rapide, au plus il s'intéresse à votre contenu. Si je vous fais des gros pâtés, ça s'appelle lire un livre, ce n'est pas un courriel. Si je ventile, je vais augmenter profondément mon nombre de chances d'injecter la curiosité dans mon message. Je vous prends un exemple. 5 astuces pour réussir vos courriels. Je vous en donne 3 dans le bullet point et puis je fais découvrir les 2 suivantes dans mon appel à action. Je pense que je vais générer pas mal d'appels à action. De nouveau, en plus, vous allez mettre cette curiosité, des fois un caractère un peu plus humoristique dedans. C'est toutes ces choses-là que vous allez essayer de travailler au niveau de votre patte. Mais dites-vous que si vous n'avez pas accroché sur le tiers supérieur, c'est foutu. Vous repensez quand vous êtes allé chez votre buraliste à la librairie, vous avez tous les journaux. Je vais dire, ce n'est pas pour rien que tout le monde se bat toujours pour avoir la meilleure couverture du journal. Parce qu'on sait que c'est la couverture du journal qui fait qu'on va l'acheter. Du coup, quand tout le monde a la même photo du Super Bowl, ça ne marche pas. Celui-là qui a la photo du Super Bowl que personne n'a, c'est lui qui aura vendu le plus de journaux ce jour-là. Aussi simple que ça. Même chose pour vos courriels.
Et alors, bien garder cette proportion 60% de texte versus 40% d'images. Et ça, c'est plutôt pour des axes de délivrabilité. La délivrabilité étant le fait d'intégrer vos courriels, afin de faire arriver vos courriels à vos destinataires. Bon, j'en ai déjà parlé. Les titres, bien attiser la curiosité des gens. Pensez à des choses comme la taille de vos polices. 16 pixels, c'est vraiment, à mon avis, optimal pour avoir un titre bien accrocheur. Rappelez-vous que vous avez des choses qui s'appellent l'italique, le souligné, le gras. Ce n'est pas pour rien que ça existe. Ça facilite de nouveau la lecture et l'accessibilité, je vais dire. Et de nouveau, ces contrastes, parce qu'on a trop souvent tendance à oublier qu'un bon contraste facilite de nouveau cette lecture. Le contenu est la clé. Je pense que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Donc, si la valeur n'est pas là, de toute façon, ça ne marchera pas. On pourra faire les plus beaux emails du monde. If they don't care about it, ça ne marchera pas. Donc, toujours l'objectif, c'est la qualité du contenu déterminera la qualité de vos actions marketing. Du coup, quand j'entendais on a plus de contenu que jamais, oui, mais il y a beaucoup plus de très mauvais contenu qu'avant. Et du coup, ceux qui font du bon contenu sont les gagnants à la fin de la journée. Donc, travailler vraiment la qualité, ça va être primordial. Alors, tournure de phrase, l'orthographe, la taille, 14 pixels. Et puis aussi trouver ce qu'on appelle le tone of voice. Le ton de la voix. Je vous prends un exemple, c'est que, de nouveau, moi, je suis très en tu. Je pense qu'au Canada, ça marche assez bien. Quand j'ai fait ça en France la première fois que je me suis pointé à Paris, c'était pas bienvenu du tout. Si on ne dit pas vous et moins cher, c'est plus compliqué. De nouveau, il y a moyen de travailler ça dans vos communications pour qu'elles aient de nouveau un maximum d'impact sur les lecteurs de vos courriels. Alors ici, je vais un peu plus rapidement et ça, je pense que vous êtes plutôt des gens du métier, mais si vous avez des gens plutôt de la technique, donc qui codent du HTML, qui font les parties techniques de l'email, c'est plutôt pour eux, c'est leur rappeler que ce qu'on appelle les Google Fonts, donc toutes ces fonts un peu sexy, super sympa, ben, comme je vous ai dit, l'email, il est à peu près aussi vieux que l'Internet, ça ne marche que très rarement et je vous ai mis une petite légende en bas à droite qui vous dit sur quel type de client c'est supporté et là où ça ne l'est pas. De nouveau, c'est une analyse que moi, je conseille souvent de faire, c'est d'essayer de savoir quels sont les différents clients email qui sont utilisés par votre audience. Est-ce que les gens ouvrent plutôt sur des Gmail, des Yahoo, des Hotmail, des Apple Mail, des Outlook? Essayez d'avoir cette info est disponible dans vos différents services et du coup, vous permet aussi de savoir quelle est la plage de choses que vous pouvez proposer à votre audience derrière. Les images, ça vaut 1000 mots. On a beaucoup insisté. Alors, 3 grands formats aujourd'hui sur les images. Le fameux PNG qui va vous permettre de travailler avec ce qu'on appelle de la transparence. Le JPEG qui est très connu et le GIF qui fait un peu de l'animation et qui est un peu plus sympa. Alors, de nouveau, là, plutôt des tips and tricks pour les personnes techniques. Pensez au Retina. Il y a beaucoup d'écrans maintenant Retina donc qui demandent d'avoir des images en double taille. Sinon, vous terminez. On a tous compris que c'était la Mona Lisa. Mais bon, on ne la met quand même pas 100% en valeur ici sur cette image-là. Donc, faire bien attention à ça aussi. Et alors, ça, c'est plutôt mes tips à moi sur les images. C'est rappelez-vous qu'il y a 3 manières de distiller des images aujourd'hui dans des courriels. Vous pouvez les héberger sur vos infrastructures, vos serveurs. Vous pouvez les télécharger dans les outils que vous utilisez. En l'occurrence, si vous utilisez Actito, ces images sont hébergées sur nos serveurs. Ou vous pouvez même encore dire de mettre une image sur un Google Drive et de référencer l'image du Google Drive dans vos courriels. Ça va avoir des avantages, des inconvénients. Si vous voulez rentrer dans ce niveau de technicité, vous avez mes coordonnées. Je vous donnerai tous les plus et moins de chaque. Je vous conseille la plupart du temps de vous appuyer sur vos fournisseurs parce qu'eux ont une responsabilité envers vous là-dessus. Alors, 3 règles d'or sur les images et je vais vraiment insister là-dessus. Les images ne s'affichent toujours pas tout le temps dans tous les clients de courriel qui existent. Du coup, le alt qui est là pour texte alternatif à l'image est primordial. Et ne me faites pas, comme je vois encore beaucoup trop, image 1, image 2, image 3, image 4. Non, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Si l'image ne s'est pas affichée, mais que vous me dites « c'est Kermit la grenouille occupée de danser », en texte, vous avez peut-être plus de chances que je vais cliquer sur cette image pour voir le Kermit occupé de danser. Pour prendre l'exemple de ma chère et tante, 40% sur la robe de tes rêves, si on est dans du B2C, ou la formation qui fera que tu vas évoluer dans ta carrière professionnelle. Comprenez? C'est de nouveau des incitants à vous rapprocher de vos objectifs métiers. Donc, le alt, j'insiste et je suis vraiment très embêtant là-dessus, mais pour moi, c'est hyper important.
Également, rendez vos images toujours cliquables. Les gens, par nature, ont tendance à cliquer plutôt sur un visuel que sur le fameux petit mot en bleu souligné. Pourquoi? Ils sont dans cette action, c'est la plus proche de ce qu'ils ont envie de faire à ce moment-là. Et puis, on rappelle aussi que les couleurs de fond sur les images, et vous le voyez bien dans l'exemple que j'ai là, ça, c'est un email où les images n'ont pas été affichées. Pourtant, toutes les zones sont en rouge avec des textes bleus. Pourquoi? On réaugmente les contrastes et on montre qu'il y a des zones d'image. On ne fait pas juste des petits points blancs comme ça, tu vois, qui disent qu'ils ont foiré leur courriel. Non, non, il y a quelque chose derrière. On est de nouveau occupé de taquiner les gens pour aller plus loin dedans. Et alors, un truc que moi, j'adore, c'est le GIF ou le GIF. Je ne sais jamais ce qu'il faut dire. C'est Kermit la grenouille qui n'arrête pas de s'exciter. Et logiquement, là, je vous ai dit que la première chose à faire, c'est qu'il fait 3 fois sa danse et puis on arrête. Bon, là, ici, pour le fun, j'avais envie de le laisser faire. Mais du coup, d'avoir des messages comme ça vont vous permettre de passer beaucoup plus de messages. Moi, j'en ai été avec un client à moi à faire « Salut Émilie ». Deuxième image, la promotion personnalisée pour toi, 20%. Et on le faisait tourner 3 fois dans la bannière du courriel. Dans le cadre des formations, peut-être pour Marilène, avoir une image comme un carrousel qui présente 3-4 formations qui va tourner dans le courriel. De nouveau, c'est des animations qu'on a l'habitude de retrouver dans les sites web qu'on oublie d'exploiter au niveau des courriels. Donc, bien garder son appel à l'action sur la première image, la dernière image aussi, et maximum 3 boucles dedans. Les images de fond, comme vous voyez là, c'est super sympa. Néanmoins, ce n'est pas supporté encore par la plus grande partie des clients email. Du coup, de nouveau, posez-vous la question, est-ce que ça donne du coffre? Est-ce que ça permet de maximiser l'impact de vos courriels? Si pas, je ne le conseillerais pas. Si vous estimez qu'en termes de positionnement de marque, ça vous permet de sortir du lot, faites-le. John, je te fais un petit coucou. Normalement, Ouais. il reste 5 minutes. 5 minutes. Bon, je vais quand même Ouais. en gratter 10 si je peux, Ouais. sauf si les gens me disent que je dois arrêter, alors j'arrête parce que je t'avoue Ouais, que j'ai non. encore quelques trucs et au pire, on lèvera le pied sur la partie des livres que je mettrai un peu moins. Donc, les gradients, c'est les images les dégradés, comme vous voyez ici. On va passer sur cette partie-là. Elle est moins intéressante. Les call to action, les appels à action. Attention, l'image, maintenant vous le savez tous, ne s'affiche pas toujours. Du coup, si vos appels à l'action sont des images, vous allez louper beaucoup d'appels à l'action. Donc, on se rappelle, c'est un code HTML. Du coup, ça s'affichera tout le temps. Qu'il affiche ou pas les images, il y a écrit Call to Action ici. Donc, c'est dans vos gabarits, dans votre code HTML que vous faites ça. Évitez à tout prix l'image. Et de préférence, et là, on va faire le petit point vers le mobile, essayez de les centrer. Parce que quand vos emails passaient de 600 à 700 pixels à 350, si vous les avez mis à gauche, ça va devenir tout petit. Tandis que si c'est au milieu, ça va être proportionnellement maintenu. Donc, ça, c'est le petit truc par rapport aux appels à action. Donc, quand on fait des appels à action, se poser toujours 3 questions. Le quoi, le pourquoi, le comment. Très classique pour des marketeurs expérimentés comme vous. Alors, de nouveau, on peut aussi présenter les appels à action de manière différente. Comme on a dit, à travers un bouton codé, à travers un texte, dans une image, même si je ne le présente pas, une image peut être l'appel à action, et en travaillant sur les fameuses couleurs. Et petit rappel ici, le above the fold, cette fameuse Johnson Box, n'oubliez pas que vos appels à action ou l'appel à action, je devrais dire, le plus important doit être présenté dans ce tiers supérieur et vous allez pouvoir le répéter. Moi, ce que je fais souvent pour des webinars, par exemple, je vais avoir un visuel qui va s'afficher, call to action. Je vais avoir un bouton codé, call to action, et dans mon texte d'explication, je vais mettre, n'oubliez pas de vous inscrire, appel à l'action. Donc, j'ai mis 3 appels à l'action pour le même webinar, mais dans 3 formes différentes. En gros, je me donne 3 chances de convertir la personne vers l'inscription au webinar. Les coins arrondis, ça c'est plus pour de nouveau les profils techniques. On adore les coins arrondis. Alors aujourd'hui, ce qui est super cool, c'est que c'est à peu près supporté par tout le monde, sauf par Outlook. Donc, de nouveau, se poser la question, est-ce que vous avez beaucoup de lecteurs Outlook dans vos bases de données, oui ou non? Du coup, à partir de là, vous allez pouvoir définir cela aussi. Alors, la vidéo, ça, c'est quelque chose sur quoi moi, je me suis beaucoup acharné sur mes équipes, surtout sur la recherche et développement, parce que je pense que la vidéo est un super moyen de communiquer. Aujourd'hui, en gros, le résumé, c'est la vidéo fonctionne très, très bien dans un environnement Apple. Eux gèrent ça très, très bien. Ça va même jouer dans le client Apple directement. Google ne se débrouille pas trop mal. Tous les autres, vous oubliez. Du coup, de nouveau, ça va partir d'une analyse en amont sur où sont consommés vos courriels.
première chose. Et du coup, je trouve que souvent, la bonne alternative, si vous voulez essayer d'utiliser des visuels type vidéo, travaillez un GIF que vous mettez dans un lecteur vidéo et les gens, quand ils vont cliquer dessus, découvrent la vidéo sur votre site web. Et comme ça, vous avez fait un appel à action en partant d'une vidéo sur votre site. C'est ce que je donnerais aujourd'hui comme un conseil pour garantir un impact maximal. Alors, vous avez dû voir aussi maintenant de plus en plus des formulaires arriver où en gros, on vous pose des questions directement dans le formulaire. Alors, aujourd'hui, il n'y a deux clients mail qui permettent de faire ça, c'est Gmail et Apple. Et moi, je pense que ça reste quand même encore toujours très risqué de travailler ça comme ça. J'aurais plutôt tendance, je vous donne un exemple de nouveau, cas concret. Un des courriels automatisés, scénarisés que vous devriez tous avoir, c'est faire valider les données cruciales pour vous. Alors, je ne sais pas, et corrige-moi si je dis une bêtise, Marilyn, mais je ne vais pas toujours prendre Nadine à partie dessus. Logiquement, toi, ce qui va t'intéresser, c'est probablement des données du type nom, prénom, où est-ce que la personne vit, la société, pourquoi elle travaille et ses objectifs de carrière professionnelle. Eh ben, moi, je pense que ça, c'est quelque chose où on peut se permettre d'avoir 2, 3, peut-être même 4 fois par an, un courriel qui dit « Jonathan, est-ce que les données suivantes, non, Jonathan, et tu prends ces 4-5 données, tu pré-remplis avec les données que tu connais, et puis tu mets un bouton, si ce n'est pas à jour, merci de les mettre à jour. Ils cliquent, ils arrivent sur un formulaire, tu récupères de la donnée super qualitative, déclarative, qui t'a été donnée par ton client. Moi, j'ai un jour fait ça pour un assureur automobile en Belgique. Eux dépensaient énormément d'argent pour faire enrichir leur base de données par des solutions tierces. Ils dépensaient des milliers de dollars pour faire ça. Et je leur ai dit, mais pourquoi ne pose pas d'abord la question au client? Et on s'est rendu compte qu'on avait 42% des clients qui corrigeaient eux-mêmes leurs données parce qu'on leur avait demandé. La valeur de ça, elle est énorme pour moi. C'est de nouveau, quand on parle des marques doivent être centrées sur le consommateur, mettre le consommateur au centre, c'est ça, mettre son consommateur au centre. Il est conscient, il vous donne, c'est une vraie relation d'échange positif. Donc voilà, une petite idée pour une autre manière d'utiliser les formulaires, vu encore les contraintes techniques qui sont derrière. Alors de l'animation, comme vous voyez là, honnêtement, nous, on a fait ça, mais c'est parce que c'est notre métier, tu vois, on est un peu les experts de ça, ça n'apporte rien du tout, c'est juste sympa, et mon boss a trouvé ça cool. Donc voilà, si tu veux rendre ton boss une fois content, tu peux faire ça, mais honnêtement, en termes d'impact sur vos courriels, c'est parce que je mettrai mon énergie dessus. Alors, footer, hyper important, super important. Le footer, c'est donc cette dernière partie. Vous allez réintégrer des choses comme vos réseaux sociaux, vos conditions générales, mais surtout, et surtout, le lien de désinscription. Ça ne sert à rien d'essayer de tricher sur le lien de désinscription. Ça va juste vous faire perdre vos clients, votre pertinence. Vous allez passer vraiment pour des gens pas très bien. J'ai encore dernièrement réécrit fait un post sur LinkedIn où il s'était amusé à écrire « se désinscrire » en blanc sur un fond blanc. La frustration était tellement grande que j'ai fait quoi? Je clique sur spam. Quand je clique sur spam, je vais donner de nouveau des signaux très négatifs sur votre société à ces services de boîte mail qui sont gratuits. Donc, de nouveau, n'essayons pas de cacher ces choses-là, mettez-les en avant. Moi, j'en suis même arrivé des fois à les mettre dans le header de l'email, tout en haut, en disant « si mon contenu ne t'intéresse pas, désinscris-toi. Ça ne sert à rien de garder les gens en otage. » Et alors, si vous avez un centre de préférence, associez-le à cet élément-là aussi. Ici, c'est moins pertinent pour vous, mais ça, c'était un client que j'ai récupéré par après. Et typiquement, pour avoir joué au petit malin sur le lien de désinscription, c'était 10 000 $ ici, on va dire, d'amendes qui sont prises juste parce qu'ils ont fait ça. Bon, il y a Cyril, apparemment, qui avait décidé de communiquer avec vous aussi. Alors, 5 conseils. Ouais, dis-moi. C'est comme tu veux. Comment il reste? J'aimerais ça peut-être qu'on prenne des questions s'il y en a aussi. Oui, on peut faire session de questions. Moi, je peux couper là. Malheureusement, je t'avais dit en 1 heure que j'avais beaucoup trop de matière, vu qu'on est sur 39 sur les 72 slides. Oui, exact, mais on transmet de toute façon la présentation à tous. Fait que, puis si jamais vous avez des questions aussi par après, n'hésitez pas. Marie-Hélène, t'avais-tu un… Non, je n'ai rien à rajouter. J'allais dire exactement la même chose que toi. Mais je ne sais pas, Jonathan, si ça résume, si tu veux faire tes 5 conseils et répondre aux questions. Il nous reste, s'il y a des gens qui peuvent rester, puis vous avez le goût d'entendre, vous pouvez rester. Sinon, les autres, on comprend que vous devez quitter. Là, on avait prévu 1 heure. Écoute, ce que je vous propose, c'est que logiquement, je voulais vous parler des 5 conseils sur le mobile. Je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle l'A/B testing dedans.
Puis, on avait une partie où on était plutôt sur des parties un peu plus inspirationnelles où trouver des chouettes contenus, mais ça, je pense que vous pouvez le consommer vous-même. On avait une partie sur le spam. C'est quoi la différence en termes des IP techniques, marketing, transactionnel? Une toute petite piqûre de rappel sur l'importance du GDPR, mais Alexandra, qui est dans le chat, prévoit une session sur la loi du 25, si je ne m'abuse, au niveau la loi 25 au niveau Canada. Et puis, j'avais plutôt une partie délivrabilité qui, elle pourrait même faire l'office, peut-être quelque chose qui peut intéresser les gens. Donc, en soi, je n'ai pas un contenu plus que là. Je pense que là, on a vraiment bien couvert les piliers principaux pour bien mettre le pied à l'étrier, je dirais. Après, la présentation sera là. L'accessibilité des équipes canadiennes ou moi-même, elle est 10 000 %. Donc, ravi de continuer les échanges, même dans des petites sessions derrière, et de continuer à fournir des formations si elles sont pertinentes pour l'audience, pour toi aussi, évidemment, Marie-Hélène. Si tu dis, John, bah, tiens, nous, on a des demandes là-dessus. De nouveau, c'est là où moi, j'ai plutôt envie de dire où est-ce qu'on peut vous aider, nous, aujourd'hui, dans vos stratégies marketing, qu'elles soient courriel ou marketing automatisé. Au plus, toi, tu as de la demande. Sinon, on peut aider à fournir les bons contenus. Ce sera avec plaisir. Donc, moi, sinon, Q&A, très bien. Comme ça, je respecte le temps de tout le monde. C'est important aussi. Super. Est-ce que vous avez des questions de votre côté, à tous? Je sais qu'il y en a plusieurs qui en ont posé aussi sur le chat, fait qu'on est venu un peu… bon. Ah oui, bah, très, très bonne question. Les ouvertures cachées de OS, c'est Nadine qui la pose. C'est Oui. super smart. Alors, très rapidement, Apple a décidé en janvier de l'année passée de mettre en place quelque chose qui protège ses consommateurs de la capacité de solutions comme moi de tracer les gens sur leur comportement. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'en gros, il donne ce qu'on appelle des fausses ouvertures. Quand on envoie des courriels à des gens qui sont sur Apple, tous ces gens l'ont ouvert. Ce qui est tout à fait faux, vous pensez bien. Du coup, selon les outils que vous utilisez, il y a eu 2 approches qui ont été proposées aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dopé les taux d'ouverture, et j'ai des concurrents à moi qui avaient, ou des concurrents, oui, qui ont augmenté les taux d'ouverture globalement de 20 à 30 %. Nous, on a décidé de travailler autrement chez Actito. On est probablement très sévère, mais à mon avis aussi de la meilleure manière. Comme ça, tu comprends comment ça marche dans Actito, Nadine. Nous, on va considérer une ouverture sur un device, sur un appareil Apple, que s'il y a eu un clic. Comme ça, on est le plus proche de nouveau de ce qui est pertinent pour toi et pour moi, c'est de faire amener les gens sur ton site pour pouvoir les convertir. Du coup, on se dit que c'est plus honnête et quand on a regardé avec 1 an de recul maintenant comment est-ce que ça a fait bouger les taux d'ouverture moyens, on est resté de l'ordre de 2 % par rapport à avant leur changement. Donc, je pense que le choix que nous, on a fait technique de se dire on couple une ouverture que s'il y a un clic était la bonne approche par rapport à ça. Pour rester dans une information la plus pertinente et cohérente possible de nouveau. Comme ça te donne une idée. Mais ça, c'est très propre à nous. Donc, tu dois challenger les plateformes que tu utilises pour savoir comment eux gèrent aujourd'hui la gestion de l'ouverture sur Apple OS. Vas-y. Ben oui, nous, on utilise Actito naturellement chez Espace OBNL. Je sais bien. Mais des fois, je sais qu'il y a plusieurs outils dans un espace professionnel aussi, tu vois, je veux dire. Oui, tout à fait. Coup, voilà. Mais dans cette réflexion-là, j'avais juste une question supplémentaire ou juste m'assurer que je comprends bien. Ça veut dire que là, dans le cas où nous, on utilise Actito, tu viens d'expliquer super clairement comment vous gérez ça. Si je fais une campagne de j'envoie mon infolette, 2 jours après, je veux retourner l'infolette à ceux qui ne l'ont pas ouvert. Ça veut dire que les gens sur Apple qui l'auraient lu mais non cliqué vont la recevoir encore. J'ai bien compris. C'est ça. Après, exactement. on va réfléchir si on le fait ou pas, mais OK. Voilà. Mais tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, où je vous disais, j'incite souvent, moi, mes clients, mes partenaires et vous, de faire cette relance sur non-ouvreurs. C'est sûr que les gens Apple qui n'auraient pas cliqué vont le recevoir une deuxième fois. De nouveau, cet impact est minimisé, honnêtement. Parce que je vais dire, s'ils n'avaient pas cliqué, de toute façon, tu ne les as pas convertis à ton objectif qui est de venir découvrir ce que tu avais comme proposition au niveau de ton site. Du coup, honnêtement, continuer de le faire comme ça, c'est une bonne approche d'après moi. Opinion très personnelle, évidemment. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer
et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.